tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir déjà, puisque le soir va commencer à tomber. Je félicite les courageux, j'espère que je peux le mettre au pluriel, qui suivent encore en ce presque début de week-end. Donc nous allons essayer de maintenir votre attention. Je ne dis pas qui est prêt à s'assoupir, mais qui est prêt à s'évader. C'est l'évasion fiscale, bien sûr. Notre thème est l'abus de droit en droit fiscal national et européen. C'est un thème bateau. Et je pourrais un peu rephraser le thème. Est-ce que la lutte contre l'abus peut elle-même être abusive? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que le contribuable fraudeur, le contribuable en voie d'évasion, est-ce que le contribuable suspect est irrévocablement condamné et exécuté avant d'avoir été jugé? Parce que les techniques qu'on peut lui appliquer sont des techniques qui, si l'on y réfléchit, si vous voulez les appliquer à d'autres crimes qui étaient abominables il y a 100 ans mais qui ne sont plus aujourd'hui, tels lèse-majesté. Vous savez que la lèse-majesté est inventée par Tibère, avec des conséquences que je vous conseille de lire dans sa biographie, parce qu'on ne peut pas les répéter à une heure de grande écoute. Bon, on ne pouvait pas exécuter une vierge romaine, donc on a trouvé une solution. Bon, donc nous avons un panel de choix, commençant par maîtresse Carnac, qui est une praticienne redoutable, les fonctionnaires en savent quelque chose, qui a une plume acérée, les lecteurs de la Libre en savent quelque chose, et qui pratique une matière dont elle, je pense beaucoup d'entre nous, souhaitent la disparition, qui est le droit pénal fiscal, puisqu'il est loin d'être établi que la répression pénale soit une bonne idée en matière fiscale, en termes simplement d'efficacité, et que le législateur et la Cour constitutionnelle nous ont fait rire, et on n'a pas fini de rire d'ailleurs, en validant la notion de fraude fiscale grave dont personne n'a pu définir ce que c'était, à part que c'était évident, ce qui évidemment est une forme de justification. Donc praticienne du droit fiscal et enseignante à divers forums, tous aussi distingués de la matière. Nous avons également Maître Nollet, qui enseigne à Liège, qui a fait un doctorat remarqué sur l'abus fiscal aux universités de Liège et d'Anvers, et qui donc connaît particulièrement bien le sujet qui va nous faire toucher du doigt. Quant à Maître Chéchy, car tout le monde est avocat, c'est peut-être un vice, mais c'est ça la structure de la problématique, c'est que il y a beaucoup d'avocats en droit fiscal et c'est certainement souhaitable qu'il y ait d'autres points de vue, et ce qu'on a essayé de faire dans l'ouvrage, et qui est en train de faire une thèse sur la fraude à la TVA. Alors, un séminaire en Roumanie, on expliquait qu'en Roumanie, les carousels à la TVA, en général, se concluaient par le fait que l'acteur principal du carrousel, du moins l'acteur central supposé, était retrouvé dans un fossé avec 2 balles dans la tête. Comme ça, on était sûr qu'il n'allait jamais expliquer qui étaient les ultimate beneficial owners de la construction. Mais je suis sûr que Maître Chécy fait ça sur un tempo beaucoup plus pacifique et cadré. Maintenant, vous voyez qu'on a des spécialistes de ce sujet de l'abus, et on va essayer de raisonner en 3 temps, sur l'abus fiscal lui-même, 2 sur la DLU, la DLU qui est un petit peu la charnière entre la grande tradition belge, voire mondiale, de la fraude fiscale institutionnalisée, puisque notre Premier ministre, probablement le dernier Premier ministre qui est tombé au Parlement sur une question de principe qui était la scission de Louvain, a été condamné pour fraude fiscale. Ce qu'on peut bien sûr moquer, mais qu'on peut aussi essayer de comprendre, car la fraude fiscale était quelque chose de normal, ce qui est quand même la seule explication rationnelle pour la hauteur des droits de succession en Wallonie, qui a d'ailleurs été censurée lors d'une dernière tentative spasmodique par la Cour constitutionnelle. Et le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de transparence, où la fraude fiscale n'est plus tolérée, ce qu'on ne peut bien sûr qu'applaudir, et où l'évasion fiscale pose problème, d'abord un problème de définition bien sûr, mais après ça, il y a un problème de la contrecarrer.
Et le troisième thème sera le principe non bis in idem. Alors si c'est latin, ça ne peut être qu'intelligent. Et c'est mis à toutes les sauces, dans toute une série de domaines, avec une réalité, une effectivité fluctuante. Et là, on va voir que ce principe en matière de double peine, beaucoup de personnes militantes sont contre la double peine, sauf en droit fiscal, on va voir que ça s'effrite, que ça s'érode, pire que l'érosion fiscale. Bon, commençons par l'abus. Alors, la question bateau, nous avons une magnifique disposition 344, paragraphe 1er, qui a évolué et qui a atteint un stade de maturité incomparable. Eh bien, est-ce que cette disposition a anticipé sur la disposition probablement contraire au droit européen, mais qui en fait partie de la disposition générale anti-abus de la directive ATAD, pour parler anglais, parce qu'il n'y a plus d'anglais dans le marché commun. Est-ce qu'il faut que le législateur repasse par la case législation, ou est-ce qu'on est tranquille, est-ce qu'on a bien transposé sans avoir transposé? Merci pour cette question, alors donc je comprends qu'elle m'est plutôt destinée, en tout cas dans un premier temps. Je précise d'emblée que cette mesure générale, cette clause générale anti-abus de la directive ATAD adoptée en 2016, elle était à transposer, je crois qu'il y avait eu un report, mais donc au plus tard pour le 1er décembre 2019, et donc la Belgique a fait le choix de ne pas adopter une nouvelle mesure spécifique pour transposer cette mesure générale de la directive ATAD. Pour planter le décor, peut-être avant de parler des textes, je voudrais évoquer quelques éléments de contexte. À l'époque, en 2012, il s'agissait pour notre législateur fiscal d'adopter une mesure générale anti-abus, si on parle de la matière de l'impôt sur le revenu, qui soit plus efficace et à tout le moins plus effective que l'ancienne, et qui soit pour autant bien compatible avec notre principe constitutionnel de l'égalité de l'impôt. Et donc il lui avait été recommandé par plusieurs auteurs en doctrine, et notamment le professeur Debrou de la KUL, de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait développé elle-même un concept d'abus de droit, notamment en matière fiscale. Et donc au regard de cette jurisprudence, il fallait pour notre législateur s'assurer qu'une telle mesure, la mesure qu'il allait adopter, pourtant bien donc susceptible de restreindre l'exercice d'une liberté de circulation garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette mesure anti-abus n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, de ce qui serait jugé nécessaire par la Cour en tout cas, pour contrer ce qu'on appelait des montages purement artificiels qui détourneraient en fait une liberté de circulation des finalités pour lesquelles elles ont été instaurées. Mais désormais, on pourrait dire que on dit aussi dans le contexte post-coronavirus, mais le monde a changé, le code a changé, puisque désormais les législateurs fiscaux des États membres doivent s'assurer d'avoir, en tout cas pour leur impôt des sociétés, une mesure générale anti-abus qui soit bel et bien suffisante, suffisamment adéquate pour atteindre le standard minimum qui lui est prescrit désormais par la mesure générale anti-abus de la directive ATAD. Et à gros traits, en substance, cette mesure ATAD, elle exige des États membres qu'ils aient une mesure qui leur permette d'appréhender, de contrecarrer tous les montages appelés, donc qualifiés de non authentiques, je lis, et qui auraient pour objectif principal ou un de leurs objectifs principaux l'obtention d'un avantage fiscal prévu par le droit fiscal applicable, en l'occurrence national, mais à l'encontre des finalités, des objectifs de ce droit fiscal national, et que ces montages non authentiques ne seraient pas justifiés par des motifs commerciaux valables. Ça, c'est pour toute la terminologie de la disposition de la mesure ATAD que je voulais planter ici en une fois de façon synthétique. Mais donc, autrement dit, pour reprendre l'expression qui avait été, je trouve, particulièrement bien choisie par Caroline Doclos, les États membres, et donc notre législateur fiscal belge, se voyaient coincés entre le marteau et l'enclume. D'un côté, ils devaient viser rien que les montages purement artificiels au sens de la jurisprudence de la Cour de justice pour être bien compatibles avec les libertés de circulation, et de l'autre côté, ils devaient bien viser tous les montages non authentiques au sens de la mesure de la directive ATAD pour être bien conformes à cette directive. Et donc on le voit d'emblée, la terminologie a un petit peu évolué. Au fond, une première question qu'on pourrait se poser, qui est une sous-question qui permet de répondre à votre question plus générale, c'est est-ce que la non-authenticité d'un montage peut être comprise comme synonyme de sa pure artificialité au sens de la jurisprudence dont on s'est inspiré pour réécrire notre article 344, paragraphe 1er. Alors,
moi, d'abord, mon premier réflexe quand je vois un nouveau terme qui apparaît comme ça dans une législation, une mesure anti-abus, c'est de me tourner vers le langage courant, authentique. J'avais pas encore vu ça en droit fiscal, et en l'occurrence, enfin, sauf dans la mesure générale anti-abus de la directive Murphy, qui est quasi jumelle, je vais y revenir, mais dans le langage courant, on pourrait entendre parfois parler d'authenticité dans le contexte de relations sociales sur les réseaux sociaux ou des relations amicales. Hein. On qualifierait volontiers une personne de non authentique parce qu'on trouverait en fait qu'elle n'est pas vraie dans la personnalité qu'elle nous laisse apparaître. À Liège, on dirait, cette personne, je ne la sens pas, elle n'est pas authentique. Mais idem pour un objet, par exemple estampillé d'une certaine marque, on estime que c'est une copie, on va dire il est faux, il n'est pas authentifié, il n'est pas authentique, de même pour une peinture signée par un peintre, etc. Et pourtant, ici l'adjectif, on est sous la formule négative, non authentique, à mon sens, ne doit pas se comprendre comme synonyme d'une simulation au sens juridique. Hein, on ne se limite pas ici à des actes juridiques qui seraient simulés au sens où on l'entend dans notre droit civil. Sinon, il ne serait pas question ici de parler d'une mesure anti-abus, anti-évitement. On serait dans le contexte de la simulation prohibée à l'égard du fisc, qui serait constitutive de fraude fiscale. En fait, on est plutôt dans le domaine, c'est pour ça que ce détour par la notion de non-authenticité peut être trompeur, on est dans le domaine de l'artificialité. En fait, c'est peut-être un degré un peu intermédiaire entre le vrai et le faux, juridiquement parlant. Il n'est pas vraiment question de fausseté, de simulation sur le plan juridique, mais plutôt d'un acte, d'une construction juridique dont on ne contesterait pas qu'elle correspond bien à la réalité juridique, mais qu'on stigmatiserait parce qu'elle serait dépourvue d'une certaine substance, réalité économique. Je sais que Maître Malherbe estime que cette expression ne correspond à rien en termes de concept juridique, et on peut partager ce point de vue. Heureusement, Dieu soit loué, dirais-je, il y a d'autres critères qui permettent de concourir à l'identification d'un abus. Mais en l'occurrence, donc, on parlerait d'un acte pas simulé, mais plutôt dépourvu de substance économique et sans autre motif que l'évitement de l'impôt. Et donc, en fait, je reviens à mon langage courant, artificiel. Dans quel contexte je peux entendre parler de ça? Moi, j'adore marcher en haute montagne, un lac artificiel. Les lacs de haute montagne, un lac artificiel se dirait d'un lac qui ne serait pas naturel, résultant de l'écoulement naturel des eaux dans un relief propice à son accumulation, mais plutôt du fait de l'homme, parce qu'il a créé un barrage pour justement retenir l'écoulement naturel de cette eau. Mais pour autant, et vous me voyez peut-être venir, il ne s'agirait pas du lac qui n'existe pas, comme la simulation, qui ferait croire à quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe pas comme tel. Il ne s'agirait pas ici d'un mirage comme on verrait un ou une oasis en plein désert. Et donc, ça c'était pour le langage courant. Maintenant, si je reviens à la directive, et je me tourne notamment vers les écrits de Maître Malherbe, déjà lorsqu'il abordait la mesure générale qui est jumelle donc pour la directive Murphy, les traductions officielles dans la directive en néerlandais nous éclairent pour savoir au fond est-ce qu'on a vraiment changé de langage, est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle signification à donner à cette expression de montage non authentique versus montage purement artificiel. Et on se rend compte que en néerlandais on parle de kunstmatige constructie et donc ça rejoint exactement la même expression en néerlandais lorsqu'on parlait de montage purement artificiel, volledige kunstmatige constructie, là où on s'est peut-être un peu compliqué la vie en français et en anglais en allant chercher une expression tournée sous la forme négative pour parler de montage non authentique et puis de montage purement artificiel. En anglais, on parle désormais de not genuine arrangement plutôt que de wholly artificial arrangement. Mais donc peut-être qu'en fait ce changement de terminologie n'augure pas d'un véritable changement au fond par rapport à la jurisprudence de la Cour de justice. Ça, c'était un gros élément de contexte que je voulais planter. Et le dernier élément, mais je l'ai déjà annoncé, c'est que la mesure générale de la directive ATAD, elle est la sœur jumelle de la mesure générale de la directive Murphy, qui avait été revisitée, réécrite en 2015, qui a exactement la même terminologie. Et pourtant, de façon peut-être surprenante de prime abord, le législateur belge a fait le choix de transposer cette mesure de la directive Murphy en adoptant une nouvelle mesure spécifique, tandis que pour la même mesure, avec la même terminologie, il a fait le choix, en tout cas implicitement, puisqu'il n'a pas adopté une nouvelle mesure avant le 1er décembre 2019, il a fait le choix de ne pas la transposer par une nouvelle mesure. Ça peut paraître incohérent de prime abord, mais je rentre déjà maintenant dans le texte et dans l'élément objectif de toutes ces mesures. Il y a une différence fondamentale entre les deux sorts jumelles, la mesure générale anti-abus de la directive ATAD et de la directive Murphy. C'est que la mesure de la directive Murphy, elle vient protéger en fait les avantages fiscaux dont l'obtention à l'espèce par le contribuable irait à l'encontre des objectifs de quoi? De la directive Murphy.
Tandis qu'ici, de façon inédite, dans la mesure de la directive ATAD, on vient protéger cette fois-ci les avantages fiscaux dont l'obtention ou l'octroi au contribuable irait à l'encontre de quoi? De l'objet ou de la finalité, on dit, du droit fiscal applicable. Il faut comprendre en fait la loi nationale, la loi fiscale nationale en matière d'impôt des sociétés. Je rentre maintenant dans le texte donc, de nos mesures, de notre mesure anti-abus fiscal, et je rappelle, vous ne l'ignorez sans doute pas, mais que l'abus fiscal, ben, si on le formule sous l'angle de l'élément objectif, c'est quoi? C'est se placer en dehors du champ d'application ou dans le champ d'application d'une disposition du CR qui préverrait un avantage fiscal, et ce, en violation de l'objectif sous-jacent à cette disposition particulière. Et donc on peut penser que notre législateur fiscal, il a pu penser que la référence dans la mesure de la directive ATAD aux finalités du droit fiscal applicable, elle serait bien recoupée déjà par la référence qui est faite dans 344 paragraphe 1er à l'objectif d'une disposition du CIR qui fait bien partie de ce droit fiscal national a priori applicable. Néanmoins, je voudrais ici introduire une subtile nuance, parce que là où la mesure de la directive ATAD parle plutôt de l'objet ou la finalité, et ou la finalité du droit fiscal, a priori dans son ensemble, notre mesure générale anti-abus de 344 paragraphe 1er, elle parle bien de l'objectif d'une disposition du CIR en particulier, qui serait contournée ou détournée abusivement de ses finalités. Et j'ajoute, et je fais le lien avec la contribution, que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt de 2013, qui a validé la mesure, elle a bien précisé que la contrariété aux objectifs, en l'occurrence, devait être clairement établie par l'administration par rapport à un objectif certainement identifié d'une disposition fiscale en particulier. Donc là, ça crée peut-être un décalage, un espace de discussion par rapport à la mesure de la directive. Alors, je pourrais, pour aller le plus rapidement possible, mais passer à l'élément donc subjectif de l'abus. Au fond, rapidement, la mesure de la directive, elle parle d'un objectif principal ou un des objectifs principaux, donc qui serait l'obtention de l'avantage fiscal. 344 paragraphe 1er, à tout le moins dans la deuxième variante, parce que pour la première variante, c'est moins clair, on parle là d'un objectif essentiel, obtenir un avantage fiscal prévu par une disposition du CIR. Alors on pourrait discuter peut-être à l'infini pour savoir si la largeur du filet de pêche est vraiment la même, mais je vous propose plutôt de nous focaliser pas tant sur la taille ou la largeur de la porte d'entrée de cette mesure au niveau de l'élément subjectif intentionnel, mais plutôt s'intéresser davantage à la porte de sortie, l'échappatoire qui est réservé aux contribuables. Dans 344 paragraphe 1er, le contribuable peut échapper au reproche d'abus fiscal qui lui serait fait en prouvant que son acte juridique ou son ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter l'impôt concerné, les impôts sur le revenu. Et on ajoute dans les travaux préparatoires, et la Cour constitutionnelle a repris cette mention, qu'il y a une exigence minimale que je qualifie moi de pertinence et de consistance de ces autres motifs que fiscaux. Il faut s'assurer que ce soient des motifs suffisamment spécifiques et propres à l'opération en question et qui ne soient pas complètement bateaux au point qu'ils assortiraient tout type d'opération du même type. Et d'autre part, exigence de consistance minimale, il faut que ce soit des motifs qui ne soient pas complètement insignifiants au point que quelqu'un de raisonnable et prudent n'aurait pas pu passer l'opération pour ce seul motif. Ça, c'est l'interprétation qu'on donne donc, à notre échappatoire dans 344 paragraphe 1er. Et dans la mesure de la directive, c'est pareil, le contribuable peut démontrer que le montage n'est pas non authentique, comprenez-moi que ce montage est donc bien authentique, en prouvant qu'il a été mis en place pour des motifs, alors qu'on qualifie là de commerciaux valables, reflétant la réalité juridique. Il y a peut-être des redondances. On a voulu ici se raccrocher à la jurisprudence de la Cour de justice dont on s'était détaché dans l'expression non authentique. Soit, serait-il que cette expression motif commerciaux valables ressemble étroitement et étrangement à l'expression motif économique valable qu'on connaissait dans la directive fusion, pour la mesure anti-abus de la directive fusion, et qu'on interprète aussi avec ces mêmes exigences pour faire vite, mais donc de pertinence et de consistance minimale. Et donc au fond, dans les deux cas, tant dans notre mesure générale anti-abus du CIR que dans la mesure ici à transposer de la directive ATAD, l'application avec ces critères intentionnels aboutit à ne filtrer au fond que des opérations, des montages qui auraient pour but exclusif, sinon essentiel, d'éviter l'impôt concerné. Et donc, avant d'arriver à ma conclusion, je voudrais ajouter un dernier point sur lequel je ne suis pas venu chronologiquement, mais en fait c'était une autre différence terminologique qui peut paraître être une curiosité. Dans notre mesure générale anti-abus du CIR, on est familier de l'expression acte juridique, c'est l'atome de notre discipline en droit contractuel et droit des obligations, donc pourquoi pas ne pas l'utiliser. On l'a utilisée et en l'occurrence, elle se justifiait surtout pour écarter l'hypothèse qu'on pourrait tomber en présence d'un abus fiscal face à un simple fait, un fait juridique ou un acte matériel.
on aurait pu parler du coup dans la directive en anglais de legal transaction ou de rechtshandling en néerlandais, mais on a préféré parler d'arrangement ou de constructie, sans doute pour viser, encore une fois, plus largement et étendre au maximum le filet de pêche. Mais pour moi, ce que je n'ai jamais compris dans l'expression de la directive montage ou série de montage, c'est que montage, pour moi, ou construction, c'est déjà synonyme en soi d'une pluralité d'actes qui seraient reliés par une unité d'intention au service d'une même fin. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce besoin de rajouter alors série de montage, parce qu'au fond, une pluralité de montage, ça reste toujours un seul montage, et donc une pluralité d'atomes, ça restera une molécule, pourvu que ces atomes soient reliés entre eux pour former la molécule. Donc, pour conclure, par-delà donc toutes les différences terminologiques qu'il y a entre les deux mesures, et pour essayer de répondre à votre question, je trouve que par-delà ces différences terminologiques, il y a de grandes convergences au niveau de la méthodologie employée, avec une dualité d'éléments objectifs et subjectifs qui nous venaient déjà de la jurisprudence de la Cour de justice, avec une répartition parfois plus implicite dans la directive, mais de charge de la preuve entre le fardeau de l'administration et l'échappatoire pour le contribuable. Et donc, au fond, mon avis provisoire, c'est qu'il n'était pas nécessaire, et je comprends l'attitude du législateur d'adopter une nouvelle mesure spécifique, mais il faudra attendre sans doute une interprétation peut-être un peu plus autoritaire, beaucoup plus autoritaire que la mienne, celle en l'occurrence que la Cour de cassation donnera à notre article 344, paragraphe 1er, celle que la Cour de justice donnera à la mesure générale de la directive. Certains disent qu'on attendra peut-être 10 ans pour l'avoir. En tout cas, pour l'interprétation de la Cour de cassation, j'espère que donc cette fois, elle trouvera un chemin, elle ménagera un équilibre entre d'une part une interprétation stricte qui est censée ménager la compatibilité avec le principe de légalité de l'impôt, comme la Cour constitutionnelle l'a fait, mais d'un autre côté, qu'elle recherchera aussi une interprétation conforme à la directive, qui soit bien soucieuse de conférer cette efficacité minimale requise par la directive. Mais voilà, ces deux arrêts n'existent pas encore, et le jour où ils existeront, je ne me propose pas maintenant de les commenter, mais sans doute qu'en tout cas ils feront l'objet d'un commentaire dans la réédition de ce bel ouvrage, et je vous rends la parole. Donc, merci pour cet exposé, et c'était vraiment l'exercice, ma thèse en 5 minutes, enfin presque. Mais authenticité, il y a quand même quelques cheveux gris dans la salle. Vous vous rappelez de qui c'était le slogan, hein? C'était notre ami Mobutu. Et c'était, il faut bien le dire, enfin on peut le dire, mais on va me contredire probablement, le cache-sexe pour spolier les colons. Mais, qui après tout est des voleurs, on le sait. Bon, mais donc, l'autre aspect de l'authenticité, c'est les pièces de rechange authentiques, les genuine forward parts, dont on sait que la caractéristique principale, c'est d'être plus cher. Et donc, on voit que le recours à l'authenticité, c'est d'augmenter le coût fiscal de l'opération, et la boucle est bouclée. Et donc, 344 commence à être appliqué. On a les premiers balbutiements de jurisprudence, un jugement surprenant peut-être du tribunal de Bruges, un arrêt rassurant peut-être de la cour d'appel de Gand, d'autres décisions qui commencent à arriver. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Et notamment sur le plan de l'application dans le temps. Est-ce que si le montage a commencé sous Léopold II, est-ce qu'il peut être rattrapé par la disposition de 2012, ou bien est-ce que les situations qui sont nées avant sont définitivement à l'abri? Mais ça, ce sera un problème qui va nous occuper pendant 5 ans. Après ça, les montages seront nouveaux. Donc, que va faire la jurisprudence? Mais pour répondre à nouveau le plus synthétiquement possible, donc pour cette mesure du CIR, 344 paragraphe 1er, je ne parle pas des avatars dans les autres codes, mais elle connaît ses premières applications jurisprudentielles, comme vous le soulignez, positives et négatives, je dis ça sans jugement de valeur, mais donc où le juge, ou le tribunal ou la cour a reconnu le cas d'abus fiscal, l'existence de l'abus fiscal qui était invoqué par l'administration, ou parfois l'a démenti. Donc ça remonte à l'hiver 2018, la première décision, tribunal de Bruges. En fait, ça fait, si on calcule 6 ans, un effet retard de 6 ans par rapport à l'adoption de la règle, qui s'explique sans doute par le mécanisme de réclamation administrative préalable, d'une part, et puis par l'arrêt judiciaire. Ça va un peu dans tous les sens au niveau de la première instance, mais vous le disiez, la première décision qui reconnaissait un cas positif d'abus fiscal, un cas existant au regard du juge de première instance, a déjà été réformée par la Cour d'appel de Gand, c'était le 1er octobre 2019. Juste pour dégager une tendance, parfois j'ai l'impression que les tribunaux de première instance, les juges de première instance qui reconnaissent positivement un cas d'abus, ils suivent en fait simplement le raisonnement de l'administration, qui pour moi est critiquable sous l'angle...
en ce sens qu'il cherche chaque fois à faire d'une pierre deux coups, et il se focalise sur des éléments forcément factuels du litige, par exemple pour les réductions de capital post-opération de plus-value interne qu'on cherche à requalifier, à reconsidérer comme des distributions de dividendes. On se focalise sur la concomitance des événements et la concordance des montants, parce qu'une remontée de dividendes entre l'opérationnel et la holding, comme par hasard, est suivie d'une réduction de capital pour un montant exactement équivalent. L'administration se focalise là-dessus pour dire il n'y avait pas d'autre, l'opération est anormale, elle est purement artificielle, on reprend ici la terminologie de la Cour, et pas tellement du texte en l'occurrence, et donc l'élément subjectif est là, et par hypothèse alors l'élément objectif aussi, parce que il n'a voulu faire qu'échapper à l'impôt, et donc il n'a forcément contrarié l'objectif du texte. Et parfois, il n'y a pas une archéologie, si je puis dire, dans la recherche de l'objectif sous-jacent à la disposition dont il est question. Ici, en l'occurrence, par exemple, pour l'article 18, souvent, j'ai l'impression que l'administration, et donc en cascade le juge, confondent l'objet d'une disposition, 18, définir ce qu'est un dividende imposable, dividende par nature, mais aussi tout ce qu'on y assimile, avec l'objectif, ce en vue de quoi il a adopté ce texte. C'est toujours, pour reprendre ce que notre professeur de méthodologie du droit à Liège disait, un père ou une mère qui dit à son enfant « monte dans ta chambre » dans l'idée qu'il ait étudié, mais si l'enfant monte et qu'en l'occurrence il ouvre sa PlayStation, peut-être qu'il répond à l'objet du texte, mais il ne satisfait pas, il contrarie l'objectif de l'injonction qui lui est faite. Donc voilà, ça c'est cette première critique, et en fait, en synthèse, la Cour d'appel, dans le premier arrêt en question, qui a réformé, il l'a réformé essentiellement pour ça. Il a rappelé que, en l'occurrence, l'administration, la volonté prétendument contrariée du législateur au soutien de l'article 18 en question n'avait pas été suffisamment démontrée par l'administration en l'espèce, faute d'éléments objectifs. L'arbre ou la branche sur laquelle le fisc a assis son reproche d'abus fiscal tombe, on ne discute même plus de l'élément subjectif. Et il a rappelé au passage à la jurisprudence Brépol, c'est pas le fait que les opérations soient anormales et comme par hasard tout concorde qui rend l'opération en soi abusive et qui permettrait de tomber dans ses limites du libre choix de la voie la moins imposée. Et pour terminer sur l'application ratione temporis, en fait la question a été tranchée, en tout cas pour le moment, par deux cours d'appel, après une controverse jurisprudentielle au niveau de la première instance, deux arrêts successifs du 3 décembre 2019 et du 28 avril 2020, donc pendant le confinement plus récemment, de la Cour d'appel de Gand, sont venus trancher et ont considéré, conformément à la position défendue par la doctrine relativement unanime, qu'en présence d'une opération constituée d'une pluralité d'actes juridiques, avec certains qui sont passés avant l'entrée en vigueur de la mesure et d'autres après, on ne pouvait pas appliquer la nouvelle mesure, ça ne tombait pas sous l'empire de la nouvelle mesure. Pour que cette mesure soit applicable en présence d'une opération constituée d'un ensemble d'actes, il faut bien que cet ensemble, et donc en ce compris les premiers actes posés, le soit après l'entrée en vigueur de la mesure. En matière d'impôt sur le revenu, c'était donc à partir de la période imposable correspondant à l'exercice d'imposition 2013, et c'est assez... beaucoup applaudissent déjà ces arrêts parce que c'est conforme à l'idéal et impératif peut-être même de sécurité juridique et de prévisibilité. Si on considère qu'on veut voir un abus fiscal et relier des actes sous prétexte qu'ils sont unis par une unité d'intention, c'est normal que le contribuable, au moment où il met le pied sur la première marche de l'escalier, puisse savoir déjà si cet escalier va s'écrouler ou pas, parce qu'on lui reprochera un abus fiscal. Donc ça paraissait assez évident, mais ça n'était pas ni pour l'administration, ni pour les juges de première instance, et donc ces deux décisions, ces deux arrêts sont appréciables. Deux arrêts, mais deux arrêts de la même Cour. Or, tout laisse supposer que si la Cour de Liège est saisie, elle dira exactement le contraire de celle de Gand, par principe. Il faut respecter les principes juridiques élémentaires. Donc, merci de nouveau pour cette réponse. Le temps passe, le temps coule, et tournons-nous vers la déclaration libératoire unique, numéro 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans le mot unique? Bon, ça, c'est un problème de législateur, mais qu'est-ce que l'administration n'a pas compris dans le mot libératoire? Car c'est de ça qu'on cause aujourd'hui, c'est un des sujets, mais aujourd'hui, avant de passer sur ce caractère irrévocablement libératoire de la 1, tournons-nous vers la 4, et sa fameuse rattrapage des capitaux fiscalement prescrits. Tout ça s'inscrit dans le cadre de la répression du blanchiment, dont la vérité m'oblige de dire qu'elle était inventée non pas par le législateur, mais par la Cour de cassation, qui a inventé que la fraude à l'impôt sur le revenu pouvait créer un avantage patrimonial susceptible de confiscation. Ce qui était loin d'être joué d'avance. Et puisque c'était controversé, est-ce que c'était le juge qui devait décider du champ d'application de la loi? Ce sont des questions sur lesquelles prudemment nous allons glisser pour nous tourner vers la question qui nous occupe,
Est-ce qu'on peut forcer les gens qui ne sont pas passibles de sanctions pénales parce qu'il n'y a pas en l'espèce, pour toute une série de motifs, de possibilité d'incrimination de blanchiment, est-ce qu'on peut les forcer à payer un impôt sur des capitaux prescrits sur lesquels l'impôt n'est par définition plus applicable? C'est précisément ce que fait la DLU 4, hein, puisque moi j'ai compris qu'on a aussi des problèmes de terminologie chez nous. Le U voulait dire une à la fois. C'était ça le. Voilà, c'est vrai en plus. Hein, quand vous en faites une, vous n'en avez droit qu'à une. Mais vous pouvez attendre le round suivant, puisqu'on parle déjà d'une DLU 5. C'est comme Rocky. Hein. Rocky, il a aussi tiré sur la corde. Le premier était un essai qui a formidablement marché. Moins chez nous. Alors la DLU 4, qu'est-ce qui pose problème? C'est qu'en fait, une personne qui est en situation irrégulière, puisqu'à la base on va demander à quelqu'un qui est en situation régulière, on va proposer, c'est même plutôt sympa, on va proposer à quelqu'un qui est en situation irrégulière de pouvoir s'amender, et avec un process qui est unique pour chacun. Donc je ne vais pas aller voir mon contrôleur, selon que j'habite telle commune ou telle autre, j'aurai 3 ans, pas d'accroissement ou que sais-je, donc il n'y a pas d'unicité. Il y a une procédure qui existe et qui est la même pour tout contribuable belge. Jusque-là, je trouve que le principe est ça. Très bien, mais vous n'êtes pas en ordre, cher monsieur, chère madame. Vous n'avez pas entendu parler des 3 précédentes. Donc aujourd'hui, quand vous voulez amender votre situation, vous allez payer l'impôt qui est toujours dû. Vous avez très bien dit, maître Malherbe, le prescrit c'est une chose, mais ce qui n'est pas prescrit est dû. Vous allez payer une pénalité qui n'est pas des moindres. Hein. Si j'ai fraudé la succession de mon papa en Wallonie, ça me coûte 55% en ligne directe. Si nous ne sommes pas en ligne directe, que je n'avais pas eu le plaisir d'être au moins cohabitant légal en Wallonie, mais ça me coûtera 105% d'impôt pour me régulariser et éviter la confiscation pénale. Réfléchissons. Mais donc, effectivement, voilà, ça c'est le principe. Et on peut encore le comprendre, mais on va vous dire, et attention, prenons ce compte que vous avez en Suisse, c'est très bien, c'est prescrit, tout ce qui est prescrit, vous allez aussi devoir le régulariser. Je vous force à régulariser, mais soyez contents. Une fois que vous aurez payé un prélèvement qui est somme toute de 40%, vous aurez une immunité fiscale, ça vous vous en moquez, vous n'en avez plus besoin, mais aussi pénale. Et vous ne pourrez plus être poursuivi pour l'infraction de fraude fiscale en tant que telle, 449 et tous les autres, ni sur base de l'article 505. Formidable, 449, le délai d'un délit c'est 5 ans, donc c'est déjà fini, puisque en droit fiscal, impôt direct c'est 7 ans, donc pénalement je ne risque plus rien. Et est-ce que je risque quelque chose sur 505? Alors je ne reviendrai pas sur la controverse, partons du postulat qu'effectivement le blanchiment s'applique sur la fraude. Il faut savoir que le premier principe, c'est que moi, si je suis l'auteur de l'infraction de base, j'ai fraudé, je ne peux jamais être le receleur. Le premier comportement de blanchiment qui est sanctionné par 505, qui est érigé en infraction par 505, c'est le fait de garder, gérer, conserver, recevoir, etc., alors qu'on connaissait l'origine. Ça, c'est le recel élargi. Quand je fraude et que je garde par-devers moi le fruit de ma fraude, je ne suis pas receleur. Et donc, en réalité, on m'oblige à aller payer 40%, on me oblige à faire une transaction pénale, en réalité, pour éteindre les poursuites, alors que je n'ai pas de risque pénal en ce qui me concerne. Je n'en ai peut-être pas. Peut-être y a-t-il un risque sur les autres comportements de blanchiment, mais il y a plein de cas où on est vraiment dans cette situation et on est obligé d'aller régulariser. Et en plus, c'est vraiment super parce qu'on a un renversement de la charge de la preuve qui est... Donc, on va dans du prescrit et on renverse la charge de la preuve. Mais ne vous inquiétez pas, si vous arrivez à prouver par des documents probants, écrits, que ce capital à l'étranger a subi son régime fiscal ordinaire, alors vous ne devez pas payer. Et donc on voit maintenant des gens, des personnes qui ont souvent beaucoup de cheveux gris et qui arrivent et qui ont, quelle que soit l'origine, ne sont tout simplement plus en mesure de prouver et pleurent en disant « mais vous savez, mon papa a vendu ses actions, nanani nanana ». Tout ça n'est plus de toute façon démontrable. Le postulat, c'est que les personnes ont fraudé, on part de ce principe-là et on fait un peu, on mélange le subjectif et l'objectif, ben ici on le fait aussi, il est resté à l'étranger, il n'a pas payé d'impôts, ce n'est pas si grave qu'il doivent payer 40% et qu'il n'ait plus les documents alors que les délais
sont prescrits aussi pour la conservation des documents, eh bien, peu importe, il paye ses 40%. Ça, c'est le principe de la DLU quater. Donc, merci pour ces paroles encourageantes. C'est pas fini. Et donc, le fisc contrôle votre situation. Il a eu un CRS qui lui a dit, non pas un gendarme français, mais un échange d'informations suivant le Common Reporting Standard, qui a dit que vous aviez, enfin que votre client avait un compte en Suisse. Et il a oublié de déclarer les revenus, et le fisc demande l'impôt sur les revenus, ce qui, jusque-là, paraît normal. Mais qu'est-ce que le fisc va faire sur le capital prescrit et qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, notre précédent ministre des Finances avait publiquement déclaré que l'administration aurait pour injonction d'inviter le fonctionnaire à ce qu'il invite le contribuable à aller faire sa procédure de régularisation spontanée. Et donc, tout est dans le phrasé en droit fiscal, effectivement. Donc, le fonctionnaire reçoit effectivement le CRS. Donc, voilà, vous avez un compte à l'étranger, vous ne l'avez pas déclaré. Je vais faire les 7 ans, je vais vous mettre un accroissement le cas échéant, etc. Donc, tout ça est clair. Mais maintenant, vous allez m'expliquer l'origine de vos fonds. Et si ça ne me paraît pas très cohérent, l'origine de vos fonds sur une période prescrite, donc je n'ai pas de questions à recevoir en principe, et chers contribuables, je vous invite vraiment à aller faire cette DLU spontanée, car à défaut de le faire spontanément, je pourrais vous dénoncer aux autorités judiciaires. Et là, monsieur, c'est tout de suite autre chose, puisque c'est le parquet qui est saisi, et d'avoir un gendarme, puisqu'on reprend les expressions, donc d'avoir la police qui est chez vous le matin pour faire une perquisition, croyez-moi, vous ne le souhaitez pas. Et donc on a une espèce de forme de pression qui est avalisée par la personne qui était le ministre des Finances à l'époque, qui est mise sur le contribuable. Et donc là, on bascule, puisque déjà quand on est dans le spontané, mais vraiment spontané, je trouve qu'il y a une forme de renversement de la charge de la preuve et de violation des principes en matière de non-incrimination. Mais bon, quelque part, on a quand même quelqu'un qui est en situation infractionnelle et qui trouve là une solution à son problème. Mais là, on a quelqu'un qui est contrôlé par l'administration et qui a cette épée de Damoclès de menace de dénonciation au parquet. Alors vous me direz, s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi aller se précipiter à la DLU? De toute façon, s'il n'a rien à se reprocher, il finira bien par faire triompher la vérité, l'authenticité. Eh bien, malheureusement, 2 écueils, c'est que, comme je vous l'ai dit, ils ont souvent des cheveux gris. De 2, ils n'ont plus... peut-être le temps, vu le temps de la justice, ou même la force psychologique de prendre le risque, en réalité, de s'affronter à un procès, à une procédure pénale qui fait peur quand même à n'importe qui, même s'il se sait fondamentalement non à risque. Et puis il va penser à la génération suivante, et donc il va se sentir poussé dans le dos pour y aller. Et puis, dernier écueil qui va vraiment décider les personnes, et la boucle est bouclée, c'est qu'il sait qu'il ne saura pas rapatrier cet argent parce que les banques, qui elles ont une pression énorme sur l'application de l'article 505, nonobstant ce qu'on lit dans la presse cette semaine sur le mauvais travail des banques en matière de blanchiment, peut-être dans les hautes sphères, mais en tout cas quand il s'agit du contribuable belge qui avait son argent en Suisse et qui veut le ramener, elles sont très 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 vigilantes. Il ne fallait pas taper sur la table, pardon. Elles sont très vigilantes. Elles sont très vigilantes et elles vont empêcher ce rapatriement parce qu'elles auront peur d'être même pas poursuivies, presque elles auront peur, de ne pas respecter leur dispositif blanchiment, leurs autorités de contrôle sont très strictes et auront peur du risque réputationnel. Et donc en fait aujourd'hui on est dans une situation où les autorités ont complètement démissionné pour la simple et bonne raison que tout ça arrange tout le monde. À la fin de la journée, les chiffres sont là, il y a beaucoup de DLU quater. Sur des DLU précédentes, parce que, passons un pas plus loin, on parle de cette personne qui a un contrôle, encore, c'est quelqu'un qui n'est pas en ordre aujourd'hui, mais aujourd'hui, la personne qui avait fait de bonne foi une DLU, qui avait fait confiance, parce que lui avait compris le mot libératoire, et donc avait fait confiance à son État, avait fait une DLU
il faut lire l'intervention de Monsieur le Président Van den Berg à la Chambre le 14 juillet dernier. Il précise effectivement que les gens pensait que c'était les 7 ans, et il dit expressément qu'il n'était pas possible en DLU bis de parler de capitaux prescrits. Donc c'est avéré, je ne pouvais pas régulariser un capital prescrit en DLU bis, et maintenant on me le reproche, et on me dit votre DLU ne sort aucun effet si pour la petite période qu'on vous a gentiment donnée, mais vous allez devoir repasser à la case DLU quater sur vos capitaux. Et on retombe dans l'écueil, et pour moi, c'est vraiment un système où aujourd'hui, la fin justifie les moyens. Je ne défends pas la fraude, je n'ai jamais défendu la fraude, mais je crois en des principes dans un État démocratique, et honnêtement, ce n'est pas parce que c'est en matière fiscale que c'est moins grave qu'on les viole. Bien, merci pour ce bilan qui, je pense, devrait prêter à réfléchir. Je vous rassure, il n'en sera pas question, puisque le fraudeur est évidemment le paria qui n'a aucun droit. Donc, en quelque sorte, l'esclavage a été rétabli potentiellement. Et qui est prêt à parier que la DLU 5 va résoudre ce problème et créer un équilibre plus satisfaisant sur le plan intellectuel? Mais il faut bien dire que sur ceux qui ont des comptes en Suisse, il est probable qu'il y a un certain pourcentage que chacun peut arbitrer, qui effectivement sont des capitaux qui ont une origine frauduleuse. Bon, oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout comme il est certain que dans nos musées, il y a nombre de tableaux qui ont été confisqués au fil des générations de tyrans, que ce soit avec un H ou avec un N. Bon. Alors. Juste, si je peux juste dire un mot, alors qu'on abolisse la prescription en droit fiscal, parce qu'il faut être clair, je veux dire, je peux tuer ma mère, c'est pas grave, un jour ce sera prescrit, mais je ne peux pas en hériter. Donc on est en train, je veux dire, si on remet un peu d'échelle de valeur... Si vous tuez votre mère, vous ne pouvez pas en hériter, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on le sache. Tout ça est le principe, mais je veux dire, la prescription existe, et ça devient compliqué de dire qu'en réalité, la prescription en droit fiscal ne s'applique pas en fraude. Alors il n'y a plus de prescription. Mais tout ça vient probablement du fait que la législation sur le blanchiment et ses corollaires a une origine américaine, et qu'en Amérique, la prescription est une notion qui existe beaucoup moins que chez nous, et que donc nous avons apporté des concepts hors contexte, puisque, faut-il le rappeler, on veut aujourd'hui appliquer des taux de droit de succession qui ont été conçus pour frapper les rares capitaux déclarés, tout en ayant encore un système fiscal en matière de droit de succession qui est destiné à susciter ce qu'il faut bien appeler l'évasion fiscale parfaitement légale. Ça s'appelle les droits de donation à 3% plutôt que les droits de succession à 30 ou 80. Donc, bon. Donc, j'ai entendu quelqu'un qui espérait que le Parlement allait s'entourer d'experts pour légiférer. Prenons les paris. Normalement, on ne peut pas être condamné 2 fois pour la même infraction. C'est ce qu'on a appelé, c'est un des aspects du principe non bis in idem, pas 2 fois pour la même chose. Peut-on être condamné pour une infraction fiscale et puni par des sanctions fiscales et par des sanctions pour fraude fiscale? Oui, non, peut-être. Alors, cette question va bien sûr se dédoubler dans le fort intérieur de chacun d'entre nous. Quelle est la bonne réponse sur le plan de la justice? Mais on sait que la justice est administrée dans des palais de justice où on applique le droit et non pas la vertu. Bon, que pensez-vous de cette problématique? Est-ce que ce principe non bis in idem existe? Et comment a-t-il été découvert et comment sa découverte a-t-elle évolué? C'est une question qui mériterait, à mon avis, plus que le temps qu'il va mettre imparti, mais on va faire ce qu'on peut
avec ça. Je vais revenir sur quelque chose que Maître Scarna a très justement dit. Effectivement, l'idée n'est certainement pas de défendre de la fraude, mais à partir du moment où des règles, des délais, des principes existent, la moindre des choses, c'est effectivement de les respecter. Ici, avec le principe de non bis in idem, qu'on voit l'évolution que la jurisprudence a connue. Voilà, dire que le principe s'effrite, à mon avis, est un terme déjà assez juste. Parce que finalement, le principe non bis in idem, c'est quoi? Très simplement, Maître Merble l'a dit, une personne ne peut pas être condamnée 2 fois pour la même infraction, donc, dont les éléments essentiels sont identiques. Et donc finalement, en fait, quand on regarde l'évolution de la jurisprudence, à un moment, on arrivait vraiment à quelque chose d'assez concret, finalement d'assez, je trouve, logique dans son application, et qui découlait du principe même non bis in idem. À partir du moment où on a des procédures, ou des poursuites, pardon, ou des sanctions pénales, donc avec un caractère pénal, à partir du moment où on a un idem, donc une identité dans les faits pour lesquels les personnes vont être poursuivies, à partir du moment où on a cette dualité qui existe et on a une décision qui est coulée en force de chose jugée, à partir du moment où une personne a été donc sanctionnée, il paraît logique, en application du principe, qu'elle ne puisse plus l'être. Ça, c'était vraiment le principe tel qu'il était, d'une certaine manière, validé par la jurisprudence européenne. Et puis, fin 2016, la Cour européenne des droits de l'homme s'est dit, tiens, apparemment, elle ne s'était jamais intéressée au fait que des procédures mixtes pouvaient être menées. Au fait qu'effectivement, il pouvait y avoir une procédure pénale, une procédure fiscale avec des sanctions qui peuvent également avoir un caractère pénal. Et donc finalement, la Cour de justice s'est intéressée dans l'arrêt AB contre Norvège à cette question. Petit point peut-être avant de m'intéresser à ça, parce que je pense que c'est intéressant de le savoir, la jurisprudence européenne, avant d'arriver à cela, avait indiqué clairement qu'une dualité de poursuite, par exemple, ou le fait de prendre en considération une première sanction sur une seconde ne pouvait pas être des raisons pour violer le principe non bis in idem. Ça a été dit par la jurisprudence européenne. Finalement, fin 2016, qu'est-ce que l'arrêt AB contre Norvège indique? Mais à partir du moment où on a des procédures qui ont un lien matériel et temporel suffisamment étroit, dont cette dualité de poursuite est prévisible pour le justiciable, ça c'est encore un terme qu'il faudrait définir de manière juste, et qu'il y a effectivement une certaine proportionnalité, donc qu'une première sanction puisse être prise en considération pour l'application d'une seconde sanction. Donc finalement, en fait, qu'est-ce que la Cour veut dire? Si finalement les poursuites qui sont menées formeraient un tout cohérent, parce qu'on interprète ces critères, parce que, encore une fois, la définition précise me semble faire défaut, mais en tous les cas, ces critères existent et le disent de cette manière. Finalement, si cette double poursuite forme un tout cohérent, si finalement on a non pas un doublon en termes de mesures qui sont menées, mais finalement une sorte de suite logique qui amènerait à une double sanction, alors là on devrait considérer que le principe non bis in idem ne serait pas violé. Parce que finalement c'est vers ça que la jurisprudence européenne arrive. La Cour de justice est également allée dans le même sens. Donc finalement maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que la jurisprudence avait indiqué, non, une dualité de poursuite, une prise en compte d'une sanction sur une autre, ça ne permettrait pas de violer ce principe. Or, actuellement, d'après ce que la jurisprudence européenne indique et la jurisprudence belge semble suivre effectivement cette direction, à partir du moment où on pourrait considérer qu'un tout cohérent existe parmi ces doubles poursuites, le principe non bis in idem ne serait plus violé. Voilà. Et en Belgique, c'est vraiment ça qui se dit dans nos cours et tribunaux, qu'on peut punir 2 fois la même chose avec une procédure fiscale qui aurait bloqué la procédure pénale, et qu'après ça, la procédure pénale se débloque et puis qu'on doit repasser à la caisse. Malheureusement, quand on regarde effectivement l'évolution jurisprudentielle au niveau belge, la Cour de cassation en 2017 a effectivement repris textuellement les termes de l'arrêt AB contre Norvège. Et assez récemment, donc c'était une décision du tribunal de première instance de Liège en avril 2020, donc voilà, c'est quelque chose de très récent. On cite également l'arrêt AB contre Norvège et on applique effectivement ces critères qui ont été développés au niveau européen. Et ce qui est d'une certaine manière problématique, c'est que mon sentiment par rapport à ça, c'est que l'idée qui sous-tend finalement cette logique, on peut la comprendre d'une certaine manière. Si effectivement on peut considérer qu'une dualité de poursuite forme un ensemble, si on peut effectivement clairement déterminer et clairement pouvoir avoir cette prévisibilité pour le justiciable, le contribuable, qu'il va effectivement
avoir une suite logique dans un ensemble cohérent. Je reprends vraiment les termes qui sont utilisés par la jurisprudence pour que ça marque un petit peu. Pourquoi pas effectivement considérer qu'il n'y aurait qu'une seule sanction, mais le problème ici c'est que moi personnellement ça me semble aller très loin du principe non bis in idem tel qu'il existait au départ. C'est déjà contrecarré par rapport au terme qui était utilisé auparavant, et finalement il y a également un manque de prévisibilité, alors que pourtant c'est quelque chose qui est pointé comme étant un élément essentiel par la jurisprudence européenne. Comment finalement appliquer ces critères? Parce que lorsqu'on regarde les termes utilisés, un lien matériel et temporel suffisamment étroit. Voilà, un lien temporel. Prenons l'exemple du lien temporel. Dans un arrêt, on considère que le fait que les procédures, il y ait eu 9 mois entre ces procédures, c'est correct. Le fait qu'il y ait plus de 8 ans, c'est considéré comme le lien temporel n'étant pas respecté. Mais finalement, est-ce qu'il y a un critère précis à appliquer? Et une autre chose qui me fait parfois un peu sourire également, c'est que lorsqu'on regarde cette idée de compensation, de proportionnalité, donc de prise en considération d'une sanction sur la seconde, qu'est-ce qu'on fait en cas d'acquittement? À partir du moment où une personne a été acquittée, donc a fait l'objet d'une décision définitive, moi personnellement je ne vois pas très bien comment on pourrait compenser cet acquittement sur une seconde sanction. Voilà. Et l'avocat général dans l'arrêt, je pense, AB contre Norvège, a également soulevé ce point-là. Donc voilà, Maître Scarna est allé dans des explications pas très réjouissantes. Malheureusement, je ne peux pas faire mieux que dire ce que la situation est actuellement. Et est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut considérer qu'on est encore face à l'application d'un principe non bis in idem? Moi, personnellement, je trouve qu'il s'est très fort effrité. Parce que ce qui me chiffonne, c'est que vous avez parlé de prévisibilité, de tout cohérent. Or, s'il y a une chose certaine en Belgique, c'est que, qu'on le veuille ou pas, les poursuites pénales pour fraude fiscale sont rares, voire très rares. Et donc, dire qu'il y a prévisibilité qu'on va être soumis à une procédure fiscale et à une procédure pénale, ça, c'est simplement ce qu'il faut appeler un mensonge. Tout à fait, tout à fait. Nul n'est censé ignorer la loi, mais effectivement, là, je pense qu'on n'est pas vraiment dans cette logique-là. Sauf si la prévisibilité est totalement théorique et que la possibilité existe, elle est dans la loi, mais elle n'est pas dans les faits. Mais, donc là, c'est un thème qui, je pense, mérite un nouvel examen. Je pense un nouvel examen au niveau de la Cour européenne. Évidemment, il est assez peu probable que l'ex-Ligue des droits de l'homme se mobilise pour aider les contribuables en difficulté. Elle a des choses plus importantes à défendre. Ce qui montre que notre sujet est un sujet qui a le mérite de l'impopularité. On ne pourra pas dire qu'on sombre dans le populisme ou dans le politiquement correct. Bon, je remercie mes panélistes d'avoir contribué à éclairer ce débat avec des perspectives qui ne peuvent que s'améliorer, puisque le fond de la piscine est proche. Et j'invite maintenant quelqu'un dont l'expérience, la sagesse, la sagacité et la pertinence des observations nous a toujours suscité notre admiration. Et Daniel, veux-tu prendre le micro et nous dire ce qu'il faut retenir de cette réunion, sauf s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en effet. Nous avons reçu une question, je vous la lis. Le nouvel article 4 bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale permettra-t-il de mieux mettre en œuvre et de prendre en considération le principe non bis in idem en matière fiscale à partir du moment où le litige pénal et fiscal seront réunis? En fait, effectivement, à partir du moment où, par rapport à l'application du principe Unavia, effectivement, l'idée d'avoir... cet article découle justement de la nouvelle vision européenne et de cette volonté d'avoir ce tout intégré, comme on peut le dire. Oui, effectivement, l'idée est intéressante. Maintenant, encore une fois, moi j'ai vraiment du mal et j'ai vraiment un souci. Si quelqu'un veut ajouter, il peut Rappelez peut-être ce que dit l'article 4 bis, qui est probablement quelque part entre le 4 et le 5. Oui, mais donc en fait, l'idée, c'est effectivement, sur base, comme vient de le dire Emmanuel, et de la transposition de la nouvelle formule du non bis in idem, qui est du bis in idem dans l'Unavia, c'est de dire en fait aujourd'hui, quand les deux procédures seront pendantes, le pénal va absorber le tout.
Donc, Maître Malher, nous allons de plus en plus aller plaider en correctionnel, c'est ça que ça veut dire, parce que le jour où il y aura des poursuites tant fiscales que pénales, la chambre fiscale va perdre le dossier et le dossier va partir à la chambre correctionnelle. Et nous, on va se battre en correctionnel et même si on arrive à l'acquittement, nous continuerons à plaider le fond en fiscal devant le juge correctionnel. Et le 4 bis dit, et dans ce cas-là, si on n'est pas dans l'acquittement, le juge va tenir compte dans la sanction, d'appliquer sa sanction pénale, je te condamne à une peine, une amende 2, et va aussi tenir compte dans les accroissements d'impôts, et va faire qu'il en tient bien compte pour être mesuré dans sa sanction. Mais ça veut dire demain qu'on va aller expliquer de l'authenticité, de l'artificialité, à un juge correctionnel qui ne fonctionne absolument pas sur les principes du juge fiscal. Donc quand on va lui dire que quelque chose de non authentique n'est pas faux, je ne suis pas sûre que ça va résonner à ses oreilles. Ça va être compliqué, effectivement. J'abonde dans le sens de Sabrina. Il faut quand même se rappeler également aussi que la première version de Navia avait été recalée justement parce que le principe non bis in idem n'était pas respecté. Donc voilà, oui, ici on va déjà un peu plus loin, c'est déjà un peu plus cohérent. Maintenant, il n'y a rien à faire, moi je reste vraiment convaincu et j'ai vraiment ce souci de compensation, de tenir compte d'une première sanction, alors en tout cas d'une première approche sur une deuxième. Oui, voilà, la tentative est cohérente et en tout cas est plus cohérente que la première version de Navia, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que le fait que ça se soit basé sur l'évolution européenne et le fait que ces critères, encore une fois, en toute modestie, mais c'est mon avis, le fait qu'on ait des critères finalement qui sortent un peu de l'essence même et de l'adage non bis in idem, voilà, je ne suis pas convaincu que ce soit nécessairement la bonne direction à suivre. Un pénaliste de renom avait dit que la seule façon d'éviter la condamnation correctionnelle était d'empêcher le procès de se tenir. Voilà, les rares fois où je plaide en correctionnel, j'ai pu vérifier cette maxime de prudence, mais voilà qui promet pour les procès fiscaux. On a assisté à un souci d'augmenter la compétence technique des juges fiscaux en les créant. Je rappelle qu'avant c'était assez comique puisque les procès fiscaux partaient directement à la cour d'appel. Or, qu'est-ce qu'un juge de la cour d'appel? C'est quelqu'un qui a fait ses études il y a 10 ans. Or, en 10 ans, le droit fiscal avait totalement changé, c'est-à-dire que par définition, il n'avait aucune compétence technique. Heureusement, c'est quelque chose qui a été rectifié, mais ou bien on va devoir donner non pas des cours de droit pénal fiscal, mais des cours de droit fiscal aux pénalistes, ou bien on se promet de fournir la Cour de cassation en nombreuses affaires. Bon. Encore une question? Il y a une deuxième question qui est arrivée entre-temps, oui. Selon vous, ce principe non bis in idem dans le cadre de Unavia a-t-il été correctement transposé en droit belge? Dans la négative, que proposez-vous? Oui, moi ce que je proposerais, c'est de revenir au principe même, à l'essence même de non bis in idem. Donc, oui, la transposition en tout cas suit l'évolution européenne. Ça a vraiment découlé de cette nouvelle approche qui est faite. Donc, par rapport à ça, on peut dire que la transposition est correcte. Ça, voilà, je pense qu'on peut le dire. Maintenant, est-ce qu'on peut valider, comme Sabrina l'a indiqué, le fait de devoir présenter à quelqu'un qui n'a pas nécessairement les compétences pour assimiler des choses qui vont lui être présentées parce que cette transposition a été faite? Et est-ce que finalement on doit considérer que, alors que selon, encore une fois c'est ma vision, le principe était clair à la base, il a évolué d'une manière moins claire selon moi, est-ce que c'est une bonne chose? Moi je reviendrai à une vision classique du principe non bis in idem. Oui, en plus, le Unavia, parce qu'il y a le 4 bis, mais il y a le principe même de la concertation devenue obligatoire. Donc le départ, c'est ça. On crée une concertation obligatoire entre le parquet et l'administration. On veut de nouveau faire en sorte que ça ne soit pas différent selon les juridictions. Et on dit au directeur, au conseiller, qu'il est obligé d'aller faire une concertation avec le parquet quand son dossier, il a des indices sérieux, et tous les mots sont importants, il aura des indices sérieux que son dossier présente une fraude fiscale grave, organisée ou non. Oh, chouette, le concept revient. Là, on s'est dit, chouette, on va avoir un arrêté royal, tout ça va être plus clair. L'arrêté royal vous dit que c'est une fraude fiscale, vous avez des indices sérieux qu'une fraude fiscale est grave, organisée ou non, lorsqu'elle est
grave et organisée et sérieuse. Ça, c'est le premier critère et je ne mens pas. Et donc, c'est terrible parce qu'on a un législateur qui veut faire et qui en même temps ne prend pas, vraiment, je trouve, ne prend pas ses responsabilités, qu'on définisse une bonne fois pour toutes cette notion de fraude fiscale grave. Et en plus, c'est encore pire ici dans Onavia parce que l'idée, c'était d'avoir plutôt quelque chose d'empirique. On ne voulait pas une définition juridique, on voulait, allez, maintenant on se met d'accord, tous ces grossistes qui vendent par des cash companies sans facture pour permettre à des gens eux-mêmes de faire du noir, c'est une fraude fiscale grave et organisée, une typologie en fait. Et ils ont eu tellement peur de faire ces typologies qu'ils ont pris du générique qui est redéfini par des lapalissades incroyables, et ça c'est la sécurité juridique d'aujourd'hui. Si vous voulez une solution pratique, eh bien, on fait le procès fiscal dans un délai raisonnable. Ici aussi tous les mots comptent. Pendant ce temps-là, on gèle la prescription pénale et le juge fiscal dit ou bien c'est une fraude fiscale pas grave et je mets un accroissement, ou bien il dit je me demande si ce n'est pas une fraude fiscale grave et il renvoie au tribunal correctionnel. Et à ce moment-là, le fiscal est jugé et le pénal peut jouer son rôle. Enfin, c'est une piste, hein, je ne dis pas que c'est une bonne piste, mais on ne va pas légiférer ici, on va donner la parole à la conclusion de notre après-midi. Bonjour à tous. Puisqu'il m'incombe de parler en dernier, je pense que je ne trahirai personne en me faisant l'interprète de toute la salle ici et de tous ceux qui sont devant leur écran pour féliciter tous les orateurs de cette belle et stimulante après-midi et pour féliciter aussi tous les auteurs du remarquable ouvrage dont nous fêtons la sortie. Vous allez me dire, mais l'ouvrage sort aujourd'hui, comment je sais que les contributions sont remarquables? Eh bien oui, parce que j'ai eu le privilège d'en faire la préface et donc j'ai eu le privilège de lire les contributions. Ce n'est donc pas un propos gratuit. Et bien entendu, féliciter, remercier aussi mes collègues Eduardo Traversa et M. Steven Meus qui ont eu l'idée de ce beau projet, qui l'ont porté, qui l'ont mené à bien. Et je crois que nous lui devons tous les fiscalistes, une grande reconnaissance parce que c'est le début d'une collection, espérons-le, de plusieurs ouvrages sur la jurisprudence qui seront vraiment des livres de réflexion, mais aussi des outils pratiques pour l'enseignement et pour la pratique fiscale. Et enfin, remercier et féliciter la Maison Larcier et l'équipe technique parce que vous ne le voyez pas devant l'écran, devant vos écrans, mais vous en voyez le résultat. Nous avons l'impression d'être ici sur un plateau de cinéma avec un matériel très impressionnant et vraiment c'est une très belle réalisation. Alors, les conclusions à un colloque, c'est comme les bonnes blagues, les plus courtes sont les meilleures parce que nécessairement les conclusions arrivent à une heure avancée où l'attention de chacun a déjà été bien durement sollicitée. Et donc je vous promets d'être bref, sachant qu'évidemment la notion de brièveté est assez relative, vous en jugez. Alors juste quelques réflexions en écoutant les exposés. Un premier point frappant que je voudrais partager avec vous en entendant les exposés et vous le verrez ensuite en lisant la jurisprudence fiscale sur les principes généraux ou les principes fondamentaux justement, c'est combien de plus en plus le droit fiscal et donc le juge fiscal est confronté à une
pénétration entre les règles fiscales déjà de plus en plus complexes qu'il doit appliquer, maîtriser, mais interprétation avec de nombreuses autres branches du droit qui sont, elles aussi, de plus en plus complexes. On a vu que une première question qui va souvent se poser aux plaideurs, mais donc aux juges aussi, c'est finalement, est-ce que le pouvoir qui a établi cet impôt était bien compétent? Alors là, bon, heureusement, le juge va pouvoir ne pas traiter la question lui-même, mais poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, mais encore faut-il qu'il puisse analyser le problème pour savoir qu'il doit poser une question préjudicielle et pour savoir quelle question poser. Et donc là, on ne peut que former le vœu qu'il ait entendu l'exposé très clair de mes collègues Marc Bourgeois et Jean-Claude Las pour essayer de s'y retrouver dans cette matière qui, décidément, est de plus en plus complexe. Autre domaine, l'égalité. Oui, le juge fiscal est habitué depuis assez longtemps à traiter des questions d'égalité et à les traiter lui-même. C'est tout le contentieux ô combien abondant de la taxation communale, où presque systématiquement les plaideurs invoquent que le règlement communal dans son ensemble, ou comme l'a dit M. Wauters, dans des dispositions d'exonération viole l'égalité. Et vous avez vu que essayer de déterminer quelle sera l'incidence de cette violation de l'égalité, annulation totale, intérêt du contribuable, etc., n'est pas une chose commode. Troisième domaine qu'on peut citer, c'est le domaine des droits de l'homme, qui prend, et à juste titre, et heureusement, une importance de plus en plus grande, mais qui a énormément d'aspects. Et on a évoqué cet après-midi notamment l'exigence, qui est un des droits de l'homme, que la loi fiscale notamment soit suffisamment claire et prévisible. Et donc là aussi, le juge va être confronté à des arguments qui vont contester la clarté ou la prévisibilité de la loi. Et là, alors, il doit naviguer dans une panoplie de bases légales et donc de procédures possibles. Parce que cette prévisibilité de la loi est garantie par la Constitution. À ce moment-là, le juge va poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, à la Cour constitutionnelle, mais elle est garantie aussi par la Charte européenne des droits fondamentaux. À ce moment-là, il va poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, mais elle est garantie aussi par la Convention européenne des droits de l'homme, plutôt le premier protocole. Et à ce moment-là, le juge ne va pas poser de questions préjudicielles, il doit lui-même appliquer la Convention européenne des droits de l'homme en ayant décortiqué la jurisprudence ô combien abondante de la Cour européenne des droits de l'homme. Et nanti de ces trois outils, il doit ensuite se demander s'il doit les appliquer dans un certain ordre, tous simultanément, les uns après les autres, en espérant que, en tout cas dans le cas des questions préjudicielles, il n'y ait pas de contradiction. Bon, tâche difficile. Dernier exemple, l'exposé de notre collègue Madame Lachapelle a bien montré que, là aussi, entre le fiscal et une autre branche de droit de plus en plus importante, il y a de plus en plus d'interactions. Je veux citer la vie privée, garantie par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi le relativement récent RGPD, et j'ajouterai aussi les règles sur les secrets des communications électroniques. Et là, ça crée aussi une confrontation extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous,
les administrations fiscales sont nanties de pouvoirs d'investigation très importants, mais pouvoirs qui ont été formulés en des termes tout à fait généraux, à une époque d'ailleurs où à la fois l'état des techniques et les droits, le droit de la vie privée était beaucoup plus limité. Et vous avez là une confrontation. J'ai pu récemment avoir des dialogues assez peu surréalistes avec des fonctionnaires qui disaient, ben voilà, nous avons le droit de demander tout renseignement utile, tant aux contribuables qu'à des tiers. Donc, ne nous opposez pas le RGPD, ne nous opposez pas le secret des communications, nous avons le droit. Mais je ne suis pas spécialiste de ces matières, l'administration fiscale non plus, et le juge non plus. Et voilà donc, dans différents domaines, notamment celui-là, un nouveau challenge pour le juge. Et là, je voudrais plaider, mais je sais que c'est un peu un combat d'arrière-garde pour les temps qui courent, mais rompre une lance en tout cas, pour l'intérêt de la collégialité, évidemment, des sièges, et aussi pour que les chefs de corps tentent, dans la mesure du possible, de composer alors le siège collégial d'une manière qui inclut à la fois un fiscaliste, mais aussi un spécialiste de la matière. Sans quoi, on risque une assez regrettable inégalité entre les plaideurs, notamment le contribuable, et le juge, au détriment du juge, parce que, évidemment, le contribuable, lui, ben, il consulte les avocats qu'il souhaite, et notamment des spécialistes des matières qu'il souhaite. Et rien ne l'empêche, et c'est sans doute avisé, d'arriver devant le juge fiscal avec un spécialiste aguerri du RGPD qui expliquera au juge fiscal que non, en effet, on ne peut pas réclamer uniquement parce que c'est utile des données personnelles en possession de quelqu'un, etc. Mais le juge fiscal, s'il n'y a pas de collégialité, il aura beaucoup de mal, malgré souvent sa formation polyvalente, son expérience, etc., à trancher. Et dans le même domaine, on y a fait allusion il y a quelques instants. Je voudrais rompre une lance aussi auprès des chefs de corps pour un problème qui ici ne concerne pas le juge fiscal, mais le juge pénal. Vous savez que d'après la dernière réforme UNAVIA, la loi a prévu que désormais, si le contribuable fait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale, ben, il est poursuivi, il n'est pas encore condamné, donc la fraude n'est pas avérée. Eh bien, les poursuites se feront devant le juge pénal, c'est normal, mais c'est le juge pénal également qui statutera entièrement sur le litige fiscal, qui déterminera si, au regard des dispositions fiscales, l'impôt était dû. Et cela même, d'ailleurs, en tout cas dans le récent projet de code de procédure pénale, mais je pense que c'est déjà le cas actuellement, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas d'après le projet, même s'il y a acquittement. Donc, finalement, le juge pénal dit, ben, en tout cas, l'intention frauduleuse requise pour que ce soit une infraction pénale de fraude fiscale n'est pas présente, mais je reste compétent, voie unique, je reste compétent pour juger de l'impôt. Et ça me paraît extrêmement regrettable, ou en tout cas appeler instamment une prise de conscience des chefs de corps pour qu'ils composent une chambre pénale fiscale de manière collégiale et comportant à la fois un juge spécialisé en matière pénale et un juge spécialisé
en matière fiscale. Oui, collégial, vous savez, il faut 3 juges. Bon, ben, le 3e, on verra. Juriste, peut-être. Deuxième réflexion, c'est toujours à propos de cette confrontation, finalement, du juge fiscal et de la jurisprudence fiscale avec des phénomènes nouveaux. C'est la confrontation par rapport au soft law. Alors bon, le soft law, ça existe depuis longtemps, et notamment en matière fiscale, il y avait celui de la commission des normes comptables, des avis qui ont une espèce d'autorité, qui ne sont pas la loi, mais qui doivent être écoutés. Mais maintenant, évidemment, il y a une floraison de soft law avec les rapports BEPS, les recommandations de l'OCDE en matière de prix de transfert, le commentaire OCDE. Et il sera difficile, mais intéressant pour les observateurs, difficile pour le juge, de déterminer finalement quelle est la force obligatoire et quelle est la place de ce soft law dans le litige fiscal. Et puis, en lisant l'ouvrage, vous le verrez, en entendant les exposés, bon, on ne peut que, évidemment, constater, et c'est bien normal, que la jurisprudence aussi tâtonne, que les juges aussi changent d'avis, s'interrogent sur les solutions. On a vu que le principe de confiance légitime, M. Maric l'a dit, bon, arrêt de 92, cet arrêt ne faisait pas de distinction entre question de droit ou question de fait, en tout cas, il n'exprimait pas une distinction. Et puis, évidemment, tous les plaideurs ont commencé à toujours invoquer que de toute façon, le contribuable ne devait pas l'impôt, mais qu'en toute hypothèse, il y avait violation du principe de confiance légitime. Et la Cour de cassation a dit, oh oui, mais attention, ça ne vaut que pour une attitude de l'administration sur des questions de fait, mais pas sur les questions de droit. Et puis, la jurisprudence de la Cour de justice a bien montré que cette distinction, et je crois que c'est exact, n'a pas de fondement, question de droit et question de fait. Donc la Cour de cassation a dû, un peu à reculons, je crois qu'il faut le reconnaître, changer sa jurisprudence, en tout cas, comme l'a dit M. Maric, en TVA, puisque la TVA est dans le domaine d'application du droit de l'Union. M. Wouters nous a rappelé aussi les hésitations, même le revirement de la Cour de cassation, justement, quant aux conséquences de la violation de l'égalité dans ou par des règlements communaux. Les fiscalistes qui font de l'impôt des sociétés se souviennent évidemment des tâtonnements frais professionnels en rapport avec l'objet social de la société, avec un revirement de jurisprudence absolue en 2015. Alors bon, tout ça, ça n'est pas critiquable. Ça n'est pas critiquable. Ça nous rappelle simplement que la jurisprudence, les arrêts rendus par telle juridiction, mais non, c'est des arrêts rendus par des hommes qui travaillent, qui font de leur mieux et qui, peuvent se tromper, peuvent tâtonner, et que, je pense, les auxiliaires de justice doivent, tout en, évidemment, jouant leur rôle, l'avocat est là pour défendre le contribuable, mais il est aussi là, je pense, pour aider le juge à aboutir à la meilleure solution possible. Et ça m'a rappelé une anecdote de mes premiers pas au barreau, et je terminerai par là. C'était, je pense, le premier projet de conclusion que feu mon patron, John Kirkpatrick, m'avait donné à écrire. Et les plus anciens se souviennent qu'à l'époque, en matière d'impôt sur les revenus, Philippe Malherbe l'a rappelé d'ailleurs, parce qu'il est aussi un des plus anciens. À l'époque, avant 1999, le recours en matière d'impôt sur les revenus aboutissait directement
à la cour d'appel. Et le litige portait sur la portée d'un article du Code des impôts sur les revenus, je ne me souviens plus lequel, mais en tout cas, l'interprétation A donnait raison à notre client contribuable et l'interprétation B à l'administration. Et bon, je reçois ce dossier, je commence comme un bon juriste, frais et moulu, à faire des recherches, et je ne trouve pas d'arrêt de cassation, mais je trouve plusieurs arrêts de cour d'appel et qui sont en faveur de notre interprétation. Donc je rédige les conclusions, très enthousiaste, suivant la méthode qu'on m'avait apprise. Donc je cite le texte, je reproduis le texte, et puis je dis, vous voyez, hein, le texte déjà doit s'interpréter clairement dans ce sens-là, et les travaux préparatoires, oui, bon, enfin, en tout cas, ils confirment cette interprétation, et de toute façon, la jurisprudence confirme totalement l'interprétation qu'on défend, et je cite ma moisson d'arrêt, cour d'appel de Liège, cour d'appel de Mons, cour d'appel d'Anvers. Et puis, je mets une note de bas de page en caractère plus petit. Et je mets, voire toutefois contra, un arrêt isolé de la cour d'appel de Bruxelles, telle date, telle revue. Mais tout ça de très bonne foi. Il y a une masse de jurisprudence qui va dans mon sens, et il y a cet arrêt isolé. Et je remets très fier mes conclusions à John Kirkpatrick. Et il me dit, bon, on va les regarder ensemble. Il me dit, mais devant quelle cour d'appel est-ce que nous allons plaider cette histoire? Je dis, ah oui, Bruxelles. Il dit, mais tu cites contrat la cour d'appel de Bruxelles? Je dis, oui, mais c'est un arrêt tout à fait isolé. Il dit, oui, et cet arrêt isolé, qui l'a rendu? Je dis, ça, je ne sais pas. Il dit, ben regarde, montre-moi la photocopie. Il dit, tu vois, à la fin, il est marqué le nom du magistrat. On voit que c'est Madame Dupont. Et il dit, mais devant qui allons-nous plaider cette affaire? Ça, je ne sais pas. Il me dit, mais oui, au début de chaque année judiciaire, le premier président rend une ordonnance, il compose les chambres, et c'est intéressant de voir cela, et c'est Madame Dupont. Et donc, il me dit, mais au fond, tu vas aller devant Madame Dupont, ou tu vas m'envoyer, parce que tu es tout jeune, c'est pas moi qui allais plaider, tu vas m'envoyer devant Madame Dupont, et tu vas lui dire, donnez-moi raison, parce que les autres cours d'appel sont unanimes, et donc, bon, vous avez rendu un arrêt, mais il est isolé, donc, au fond, tout le travail que vous avez fait, vous, pour rédiger cet arrêt, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, je ne prends même pas la peine de le discuter dans les conclusions, d'essayer de le contrer, etc. Il dit, mais non, tu plaides devant une personne, cette personne a fait cet arrêt, cette personne croyait à cet arrêt, elle est peut-être prête à t'écouter, à changer d'avis, mais elle voudrait au moins que tu accordes un peu d'intérêt à ce qu'elle a dit et que tu la convainques qu'elle avait eu tort. Et voilà, j'ai déjà remarqué d'autres jeunes font la même erreur. Quand moi-même, maintenant, je corrige les conclusions. C'est cet oubli que, parce que c'est publié dans des revues ou maintenant dans des banques de données, la cour d'appel 2 et la cour d'appel 2 et la jurisprudence. Mais tout ça, c'est des personnes qui ont fait un travail à qui l'on s'adresse et qu'on doit essayer de convaincre. Je vous remercie pour votre attention. Puisqu'on sait qui sera dans le siège de la DSI, mais pas dans 5 ans. Eh bien, merci à vous trois.